Merci, je crois qu'on peut l'applaudir quand même. Alors justement, on va maintenant partir, comme il disait Reclus en 1855, vers 1855, on ne sait pas exactement, il quitte la Louisiane pour aller en Colombie et il publiera en 1861 dans la Revue des Deux Mondes un récit qui s'appelle Paysages de la nature tropicale. Et là, ce qui est assez étonnant, après ce que vient de dire M. Craig, c'est que justement, il achète quand même une propriété, ce qui est assez étonnant pour sa philosophie. Alors Ernesto Machler Tobar, lui, a fait ce livre sur le non confisqué, d'après Élisée Reclus, d'Amérique, dont je vous parlais tout à l'heure. Et il faut le savoir, il est maître de conférence à l'université de Picardie, l'université Jules Verne, c'est ça, d'Amiens. Et il est lui-même un grand voyageur et un poète aussi. Et ce qui est drôle, grand voyageur, parce que Jules Verne, en fait, il n'a pas tellement voyagé, pas autant qu'Élisée Reclus. Mais il avait lu. Oui, attention. Voilà. Merci bien. Et avant de commencer, j'aimerais vraiment dire aux organisateurs, pas simplement merci, ça c'est simple, c'est je vous félicite. Vous avez réussi en très peu de temps à faire un événement. Vous voyez, la salle est pleine. Hein. Tous les spectacles, toutes les conférences que j'ai vues, il y a beaucoup de monde qui se déplace. Il y a une sacrée représentation des livres autour d'Élisée Reclus, la question du vote. Donc, toutes mes félicitations. Bravo, hein. C'est un bon travail. Après, avant de commencer à parler concrètement de l'Amérique, de l'Amérique du Sud, la Colombie, j'aimerais reprendre rapidement des petites choses qui ont été évoquées par Ronald. La première, j'ai un trou de mémoire, mais je sais qu'un des écrivains états-uniens de ce qu'on appelle la génération perdue, donc soit Hemingway, soit John Dos Passos, sur lesquels je m'incline plus, soit Steinbeck, parce qu'il a écrit aussi sur la Deuxième Guerre mondiale surtout, un de ces écrivains-là a écrit à un moment donné un dialogue avec un officier français. Et qu'est-ce que vous avez là? Mais vos cartes sont en allemand. Effectivement, les cartes qu'utilisaient pas mal de militaires français pendant la Première Guerre mondiale étaient des cartes d'état-major allemand, parce que les Français n'avaient pas ça. Donc, petite anecdote. Et la deuxième, Karl Marx et Élisée Reclus. Bien sûr, ils ne pouvaient pas se supporter. Hein, je ne sais pas effectivement s'ils se sont connus, mais c'était évident que c'était insupportable l'un et l'autre. Karl Marx est quelqu'un du parti. C'est moi, le théoricien. C'est moi qui commande et tout le monde va même travailler pour moi. Engels, c'était lui qui payait tout pour Karl Marx, qui n'avait jamais travaillé. Hein. C'est la hiérarchie du parti. Et Élisée Reclus, bien sûr, quelle hiérarchie, hein. On est tous pareils, il s'était bagarré avec son père, il s'était bagarré avec tout le monde, donc quelle hiérarchie. Un petit peu, Élisée Reclus me fait penser à cette vieille anecdote autour de Bouddha, du bouddhisme. Hein? Dans le sens, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est simple, on dit qu'il faut chercher le Bouddha parfait, et le Bouddha dit, ok, vous marchez, si un jour vous retrouvez le Bouddha, vous lui dites bonjour, vous le tuez et vous continuez. Donc, à peu près, à mon avis, c'était parfait pour expliquer pourquoi Karl Marx et Élisée Reclus ne pouvaient pas se supporter. Je reprendrai aussi certains points qu'a évoqué Ronald, qui me semblaient assez pertinents. Le premier, bien sûr, sa découverte de l'Amérique est très particulière. Effectivement, c'est quelqu'un qui est très jeune, à 21 ans, il est déjà en exil politique. Bon. Sa première découverte, bon, il vient de débarquer, il n'est pas sûr, il tombe sur la Louisiane, donc il y a un petit peu encore ce côté français, même si les Français, comme on a perdu de vitesse, il les constate. Par contre, après, il continue, donc le golfe du Mexique, le Costa Rica, et arrive à la Nouvelle-Grenade. Aujourd'hui, le premier morceau qu'il a touché, c'est le Panama, le golfe du Darien. C'est la forêt tropicale humide. Ce que vous avez aujourd'hui, ça c'est à l'ombre, et
l'humidité change beaucoup. Ici, on doit en avoir quoi? 80% d'humidité aujourd'hui. Là, on est en train de parler de 97, 98. Donc, c'est très dur, c'est des conditions très dures, mais c'est hyper beau. Effectivement, c'est hyper beau. Il y a une différence très particulière vis-à-vis du Nord. Dans le Nord, la Louisiane et tout ça, on a encore des saisons. Vous êtes un pays de saisons. Vous avez une capacité à prévoir certaines choses. Si pendant l'été, vous ne ramassez pas les foins, les bêtes ne mangeront pas l'hiver. Si vous ne faites pas de compotes, de tomates, de pommes, etc., vous ne ramassez pas l'hiver. Nous, on n'a jamais connu ça. En Colombie, quelle saison? Il n'y a pas de saison. Il plaît, c'est l'hiver. Il ne plaît pas, c'est l'été. Mais l'hiver et l'été, il y a 33 degrés à l'ombre. Donc, le matin, vous avez envie de prendre le petit déjeuner, vous sortez, vous attrapez la banane, vous attrapez l'orange et vous mangez. Donc, on n'a pas cette sorte de capacité de prévoir les choses. Et ça a dû frapper beaucoup Élysée. Il va continuer, effectivement, après il va faire les 3 plus importantes villes de la côte caraïbe de la Colombie aujourd'hui. À l'époque, je reviens, Nouvelle-Grenade. Le Panama et la Colombie étaient un seul pays. Et là, bien sûr, qu'est-ce que vous trouvez normalement dans les ports? Les étrangers qui arrivent. C'est les endroits de communication avec l'étranger. Celui qui arrive, celui qui part. Carthagène, c'est le port principal d'entrée de toute l'Amérique du Sud pendant toute la colonie espagnole. Tous les esclaves ont passé par Carthagène. Si vous allez vers le nord, c'était Veracruz, au Mexique. Cuba était un point simplement de ravitaillement, si vous le voulez. Mais les esclaves rentraient par Carthagène. Donc, c'est hyper important. Barranquilla et Santa Marta. Et là, bien sûr, pour lui, première découverte, la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta a une particularité, c'est la montagne la plus haute du monde au niveau de la mer. Qu'est-ce que cela signifie de façon concrète? C'est simple. À 50 km en ligne droite de la côte, vous avez 5775 mètres, neige perpétuelle. Qu'est-ce que cela signifie du point de vue d'un géographe? Que vous avez toutes les possibilités, plantes, donc la flore et la faune. Tout. Donc les animaux qui habitent tout le temps au niveau de la mer et celui qui habite dans la neige perpétuelle. Vous savez, toutes les possibilités. Donc évidemment, pour lui, c'était la grande découverte dans un petit espace, toutes ces sortes de possibilités, toutes ces sortes de richesses. Effectivement, je reviens à un petit point qui a soulevé Ronald. L'histoire de l'amourette, moi je la crois aussi. Vis-à-vis de la femme du planteur, je ne sais pas, mais soit. Mais en Colombie, il raconte effectivement qu'il a tombé malade, qu'il a été très mal en pointe et qu'il s'est réveillé sous les yeux d'Esmeralda. Ah, le nom c'est très particulier pour les Français. Vous vous souvenez de Victor Hugo, bien entendu. Donc, Esmeralda. Et là, il n'avait pas les contraintes, il avait mûri en paix et il était bien plus libre puisqu'il n'y avait pas de gros planteurs à côté. Donc, moi aussi, je dirais, il y a eu une amourette, ce qui expliquera beaucoup sa tristesse après, quand il pensera à ces années passées en Colombie. Si j'évoquais le fait qu'il a touché donc Carthagène, Santa Marta, Barranquilla, les ports, c'est parce que c'est un moment donné où il y a beaucoup de migration. Presque tous les pays d'Amérique latine ont eu besoin d'ouvrir officiellement les frontières. On avait ce qu'on appelle un plan de migration. Parfois, c'était les planteurs tout seuls qui arrivaient, mais parfois, c'était par des bateaux entiers. C'est le pays qui ne l'a pas fait, officiellement, la Colombie. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de migration, mais bon, il ne l'a pas ouvert. Mais c'était le moment, effectivement, où il y avait beaucoup de mouvements. Réalité concrète, statistique, l'Amérique a été tellement décimée depuis l'arrivée des Espagnols qu'on a dû attendre jusqu'à 1900 pour avoir la même population qu'avaient les continents américains avant l'arrivée de Christophe Colomb. 1900. Et les États-Unis avaient déjà commencé ces politiques d'immigration et certains pays du Sud aussi. Néanmoins, on a eu besoin d'ouvrir les frontières. Donc il y avait effectivement beaucoup de mouvements. Élysée va attirer l'attention sur le fait que dans la Colombie, il y a très peu. Il y a très peu, comme je vous dis, parce qu'il n'y avait pas un plan officiel. Après,
À mon avis, son problème, c'est qu'il a une vision encore très naïve du monde, de qu'est-ce que c'est travailler, de qu'est-ce que c'est planter, produire avec les mains. Il a une idée philosophique à l'époque étonnante, oui, très mûre, mais à niveau réalité, il y a une distance entre la praxis, la doxa, qui est assez importante. À mon avis, c'est quelqu'un qui est très naïf, il ne sait pas, il s'associe mal, il se fait mal conseiller, c'est un fiasco. Malheureusement, effectivement, les terrains qu'il avait achetés, ce n'était pas beaucoup, c'était une 50aine d'hectares, un cacique Arhuaco, donc Cogi de la Sierra Nevada, ça n'a pas marché. Donc il a dû quitter son terrain idéal pour aller travailler comme professeur de français. Vous imaginez si les Indiens et les gens de la côte Caraïbe avaient intérêt beaucoup, je veux dire, avaient beaucoup d'intérêt pour les Français, je ne crois pas, mais bon, il essayait de trouver la façon de travailler, comme beaucoup d'immigrants aujourd'hui, ailleurs pour envoyer l'argent à la maison, donc son terrain de plantation, pour que ça marche. Justement, Ronald disait, il faut connaître la réalité. Élisée, effectivement, c'était quelqu'un un peu naïf. Il marchait. Pour connaître la géographie qu'il a écrite, il a marché. Dans tous ces livres, vous allez trouver, j'ai fini les bottes, après c'est les sandales, mes sandales sont finies, après c'est, comme il disait, pédibus. Il fallait aller voir. Mais je ne suis pas d'accord vis-à-vis du problème des calculs. Élisée était quelqu'un déjà. À l'époque, il commençait à dire, la quantité d'hectares que j'ai doit avoir un rendement de tant de kilos par hectare. Ils ont besoin de telle quantité d'eau. Cela signifie que vendu au prix du kilo qu'on a dans les marchés, ça doit rapporter tant. Et ça c'est clair dans les lettres à son frère, à son très aimé frère Élie. Il dit voilà, bien, les calculs, on doit pouvoir vivre très bien. Ce qui, je répète, ne s'avéra pas correct. Et après, il tombe malade, son collègue le laisse tomber, et mal que bien, il se voit obligé à demander à Élie de l'envoyer de l'argent pour rentrer en France. Le bateau, si celui qui l'a amené aux États-Unis s'appelait le John Howell, le bateau qui l'a ramené en France s'appelait la Providence. Moi, j'aimerais bien travailler un temps sur la signification de certains noms dans la vie d'Élisée Reclus. Il y a certaines choses qui reviennent. La plantation s'appelait Félicité. Bon, il y a beaucoup de choses qui seraient intéressantes à travailler vis-à-vis du nom, de la signification des noms dans la vie d'Élisée Reclus. Donc lui, il va garder un souvenir très ému, toujours. Il va garder de l'amitié avec pas mal de Colombiens. D'ailleurs, son livre Voyage à la Sierra Nevada de Santa Marta a été traduit très vite. Grosso modo, je ne me souviens pas exactement, mais c'est 5-6 ans après avoir été publié en France. Et la partie qui correspond à la Colombie, à l'intérieur de la nouvelle géographie universelle, pareil, quelques années après, très vite, ça a été traduit. Ça, pour finir, en disant il y a un poids assez significatif d'Élisée Reclus dans l'histoire colombienne. À l'inverse, qu'est-ce que la Colombie a donné à Élisée Reclus? À mon avis, c'est ça que j'essaie de démontrer un peu dans mon livre, quand il a vu la façon dans laquelle les pays étaient gouvernés, les hommes libres, la possibilité de s'entendre, de discuter politiquement, puisqu'il était question de vote dans notre réclusienne, il analyse beaucoup ça et je crois que ça l'a marqué. Il insiste, il n'y a pas une autre façon. Soit il y a le respect de l'adulte pour les enfants, soit vous n'arriverez jamais à gouverner un pays. Donc, je pense que ce côté-là de la liberté, ce côté-là de la réalité de son fiasco, entre guillemets, des rêves, ont beaucoup contribué à la formation de sa pensée communautaire, si vous voulez, ou anarchiste, postérieurement dans l'œuvre d'Élisée. Merci. Je pense que vous avez certainement des questions à poser à mes deux débatteurs. Voilà, il y a un micro HF, comme on dit, non pas un micro de chef. HF, oui, un micro ouais, c'est HS ou HF. Non, haute fréquence. Ça marche. Ouais. Alors, bien que le lieu s'y prête pas, c'est censé être un bistrot littéraire à cette heure-ci, donc pendant toutes les Reclusiennes.